Crime Story maintenant, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, Qu'est-ce qu'elle a ma gueule de Richard Deming. Si j'ai tenté ma chance à Hollywood, c'est grâce à Sandra. Ouais. Sans elle, j'y aurais jamais songé. Avec mes 120 kilos et mes traits taillés à la hache, mon look est plus proche du quartier de bœuf que du bellâtre de tête d'affiche. Sans Sandra, je serais resté manutentionnaire chez un grossiste en vêtements masculins. Sandra était serveuse dans le resto où je dînais chaque soir. Elle me plaisait beaucoup, et même un peu plus. Malheureusement, le soir où elle m'a annoncé qu'elle allait épouser Sam Tullio, le patron du restaurant, elle a ajouté qu'il préférait que j'aille désormais dîner ailleurs. Mais qu'est-ce que je lui ai fait? Rien, Harry. Simplement, il aime pas beaucoup votre façon de me regarder. Il aime pas non plus la façon dont vous le regardez, lui. Quoi, je le regarde d'une façon particulière? Plutôt. S'il ne savait pas que vous êtes la crème des braves types, il en aurait une attaque. Sans vous connaître, on vous prendrait facilement pour un tueur à gages, Harry. Je vous jure, à votre place, je tenterais ma chance à Hollywood. Hein? Ben oui, j'ai entendu dire qu'il manquait de costauds dans votre genre. Ils sont en pénurie de traîtres et de sales types. Les producteurs vous sauteraient dessus. Effectivement, à peine arrivé à Hollywood, les producteurs me sautent dessus, me trouvent toutes les qualifications physiques du parfait salaud. Avec ma tête d'assassin au mieux de sa forme, j'ai aucune peine à décrocher des bouts d'essai. Malheureusement, une étrange alchimie se produit au niveau de la caméra et change radicalement mon aspect sur la pellicule. J'ignore par quel mystère la caméra capte ma nature réelle. Toujours est-il que, sur l'écran, j'ai l'air du bon gros qui s'efforce piteusement de faire le méchant. Ah, au temps du mai, j'aurais eu ma chance, mais pas aujourd'hui. C'est ainsi que, les poches trouées et le moral au plus bas, j'échoue un soir au Johnny's Bar, un bouge des bas-fonds de Los Angeles. Bouge est trop peu dire d'ailleurs, car ce rat sordide est le rendez-vous de toute la vermine locale. En buvant ma première bière, j'ai la certitude, en considérant la clientèle, que sans ma carrure, j'aurais eu des ennuis, rien qu'en entrant. Heureusement, dans la plupart des cas, on prend soin de m'éviter. Il y a toujours une exception pour confirmer la règle, car à peine ai-je bu quelques gorgées qu'un petit homme, la soixantaine, élégante, s'assied au bar à côté de moi. « Bonsoir, monsieur Grossi, comme d'habitude » s'enquiert le barman, faisant preuve d'un curieux respect. L'autre acquiesce d'un hochement de tête et se met à m'observer du coin de l'œil. J'ai le sentiment qu'il s'est pas assis à côté de moi par hasard. D'ailleurs, faut bien le dire, personne s'assied à côté de moi par hasard. C'est la première fois que je vous vois ici. Vous êtes de Los Angeles? Me demande-t-il. Non, que je grogne. De là-bas, dans l'Est. Oui, en général, quand on répond ça, les gens de Los Angeles en déduisent automatiquement qu'il s'agit de New York. C'est bien pratique, tout ça. Je lève mon verre vide à l'intention du barman. « Mettez-le sur mon compte !» s'empresse d'ordonner mon voisin. « Mon nom est Gerald Grossi !» ajoute-t-il, affable. « Moi, je m'appelle Harry Goppel », fais-je en levant mon verre. « Puis-je vous demander votre profession, monsieur Goppel ?» Je joue un instant avec l'idée de dire que je suis un acteur au chômage, mais mes derniers échecs ont assombri mon humeur. « Homme de main professionnel », que je fais. « Et vous, quel est votre job ?» Il me regarde légèrement surpris, comme s'il pensait que je devais le savoir. «
Je suis président de la société immobilière Grossi. Ah, ce Grossi-là, dis-je en feignant le respect. Celui-là même. Vous êtes ici pour un business? Non. J'ai toujours rêvé de voir Hollywood, sans plus. Dites-moi, cher monsieur Goppel, est-ce que ça vous dirait de vous faire un peu d'argent de poche? Qui me demande gentiment. Vous voyez, c'est drôle parce que dès le début, je me suis douté que ce Grossi-là nageait en eau trouble. Le fait qu'ils me prennent réellement pour ce que je suis pas m'amuse au plus haut point et me rassure quant à mes éventuels dons d'acteur. Ben, il faut voir, monsieur Grossi, dis-je en haussant les épaules. Allons en parler ailleurs, voulez-vous? Dit-il en m'entraînant vers un box de l'arrière-salle. Non mais, monsieur Grossi, de l'argent de poche, c'est vite dit, moi je travaille pas pour des ronds de carottes, hein. Je plaisantais, monsieur Goppel, je plaisantais. Vous serez bien rétribué. Tout d'abord, permettez-moi une petite question. Êtes-vous recherché? Je le foudroie du regard. Même si les flics de l'Est aimeraient me poser quelques questions, je suis blanc comme neige. Manque de preuves, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, je vois. Dites-moi, là-bas, dans l'Est, vous travaillez pour quelqu'un en particulier? Non. Pour tout le monde et personne. Je suis libre. Il réfléchit intensément, pèse le pour et le contre, me fixe dans le blanc des yeux. Je dois être un satané comédien parce que il finit par me demander, le plus naturellement du monde, accepteriez-vous de descendre quelqu'un pour moi, monsieur Goppel? Combien? 20 000 $, monsieur Goppel. La moitié en acompte, à condition que ça ait l'air d'un accident. Vous oubliez pas, monsieur Grossi. Les accidents, c'est ma spécialité. Je passerai demain après-midi chez vous. La conversation est close. Je lui donne l'adresse de mon garni et nous nous séparons. J'exulte. Mais une fois dans ma chambre, je reviens quand même sur Terre. Mon bon sens du Middle West me conjure de ficher le camp illico. Mais mon sens du jeu, et avouons-le, l'appât du gain, me pousse à rester. Après tout, si je disparais dans la nature avec ces 10 000 $, où est le danger, hein? L'Amérique est grande, non? Le lendemain, quand il frappe à ma porte, il est tout miel et tout sourire. « Alors, Joe, dit-il. »« Comment ça, Joe? »« Je n'achète pas un chat dans un sac, mon jeune ami. J'ai téléphoné à un cousin de New York, Michael Rulio, et je vous ai décrit. Il était fort surpris que vous soyez toujours en vie. Il paraît que les frères Cellino vous en veulent. Oh, une broutille, monsieur Grossi. Qu'est-ce que Michael vous a dit d'autre? » Il vous tient en très haute estime, Joe. Tu peux faire entièrement confiance à Joe Polito. Voilà ce qu'il m'a dit, je le crois. Parce que pour échapper aux frères Cellino, même en changeant de nom, il faut être fort, très fort, Joe. Très fort. Je finirai par croire que je le suis. Le seul petit problème, c'est que la mafia me fait davantage confiance que les producteurs. Et là, la suite dans quelques instants. Non seulement Gerald Grossi me prend pour un homme de main, mais en plus, il est persuadé que je suis Joe Polito, un tueur, un vrai, auquel son cousin de New York a dit que je ressemblais comme 2 gouttes de sang. Il faut croire que les caïds m'impressionnent moins que la caméra parce que je continue à tenir mon rôle à la perfection tandis qu'il pose sur la table un jeu de photos. Tandis que j'étudie les clichés, il me dit d'une voix sans expression: « Elle a 52 ans, mesure 1,77 m, pèse 80 kilos. Elle conduit une Jaguar rouge décapotable et porte généralement du noir. »
Je hoche la tête et je lui rends les photos. Vous ne les gardez pas? Non, c'est pas la peine, M. Grossi. Je les ai en mémoire. Ça a l'air de l'impressionner, ça, et je me sens plutôt fier de moi. Il me tend un feuillet dactylographié que je parcours du regard. Les coordonnées et les habitudes de la victime. Je lui rends le feuillet en faisant un clin d'œil et en me tapotant le front. De plus en plus impressionné, le père Grossi, à tel point qu'il me donne mon acompte, me serre la main et sort en soliloquant en sicilien, sourire aux lèvres. Je regrette sincèrement qu'il n'y ait pas de caméra. La vie est parfois bizarre. Après son départ, je recompte l'argent et on ne sait jamais. Je boucle ma valise et sors discrètement. Comme mon loyer est payé jusqu'à la fin de la semaine, j'ai plus de temps qu'il n'en faut pour me fondre dans la nature. Le surlendemain, alors que je regarde les informations de 20h dans le salon d'un hôtel de 3e ordre, une nouvelle me fait sursauter. En effet, le présentateur nous informe que Madame Antonia Grossi, la femme de Gérald Grossi, le ponte de l'immobilier, a été tuée sur le coup dans la matinée par un autobus à Los Angeles alors qu'elle traversait en dehors des passages protégés. Le portrait de la défunte est projeté sur l'écran. Aucun doute, le hasard vient de remplir mon contrat. Aucune raison dans ces conditions de ne pas toucher le reste de la somme. Je prends le premier avion pour Los Angeles et débarque vers 15h dans mon garni. Le lit n'a pas été fait, tout est resté tel quel en tout état de cause. La logeuse ne s'est pas aperçue de mon escapade. Le lendemain, à 9h précis, je me présente à la société immobilière Grossi. La réceptionniste, une brunette très sexy, me dit que M. Grossi m'attend et me conduit à son bureau. En la suivant, je me demande si elle ne serait pas le motif du frais veuvage de notre bonhomme. Grossi m'accueille avec un large sourire. « Ah, ça, pour opérer en douceur, Joe !» dit-il admirativement. « Chacun a sa spécialité, monsieur Grossi. »« D'accord, Joe, mais vous êtes un fameux spécialiste. D'ailleurs, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, j'aimerais vous proposer une autre affaire. Prenez donc la peine de vous asseoir, mon cher Joe. »« Ok, » fais-je en m'asseyant assez mal à l'aise. Et il me tend une enveloppe. « Voici déjà le reste de ce que je vous dois. »« Bien, » dit-il pendant que j'empoche le fric. « Le type pour qui vous allez faire le travail me doit $100,000. Or, il est l'unique héritier d'un vieil oncle en trop bonne santé. L'héritage se chiffre à $5 millions. 5 millions de dollars, que je dis. Dans ce cas, ce sera $25,000 avant et $25,000 après. » Ah, sacré Joe, un coriace, hein? De toute façon, il n'a pas le choix. Et vu votre professionnalisme, quand peut-il vous joindre? Chez moi, demain à midi, dis-je, en me rappelant que j'ai un avion qui décolle à 14h30. Le client s'avère être un jeune homme chétif, dépourvu de menton et horriblement nerveux. Je me demande d'ailleurs comment il est parvenu à devoir $100,000 à quelqu'un. Mon rôle est d'une facilité dérisoire, d'autant que le Godluro blêmit chaque fois que je le regarde, ce qui m'amuse terriblement. Ma victime s'appelle Lester Parks, 82 ans, Beverly Hills. La photo est à l'effigie d'un vieillard ingambe, sec comme un coup de trick, le parfait futur centenaire. Grossi m'a certifié que ça aurait l'air d'un accident. Je peux compter sur vous, n'est-ce pas? Je le foudroie du regard. Il me tend une enveloppe et sort précipitamment. Je paie une semaine supplémentaire à ma logeuse et à 14h30, je décolle de Los Angeles, riche de $45,000. Le lendemain, alors que je regarde les infos de 20h dans mon hôtel de 3e catégorie, le speaker annonce le décès de Lester Parks, le roi du pétrole, retiré des affaires depuis quelques années dans sa propriété de Beverly Hills. Le millionnaire est tombé terrassé d'une crise cardiaque sur son habituel parcours de golf. J'éclate de rire à la grande surprise des quelques inconnus qui me tiennent compagnie. Je monte dans ma chambre. $45,000, c'est bien, mais 70 000, c'est mieux.
Mais quand même, j'hésite. J'hésite, conscient qu'il est malsain de trop tirer sur ce genre de corde. D'autre part, 70 000 $ me permettraient de m'installer et d'ouvrir une affaire à mon compte. La convoitise est la plus forte parce que le lendemain après-midi, je me retrouve dans mon meublé avec son lit parfait. À peine ai-je rangé mes affaires qu'on frappe à ma porte. « Monsieur Goppel, un télégramme !» me dit ma logeuse. J'ouvre et je lis. « Félicitations, passez demain à 9 h, Grossi. » Le lendemain matin, la brunette, diablement sexy, m'introduit dans le bureau du grand patron. Grossi m'accueille avec beaucoup de respect dans le regard, tandis que je me demande s'il n'existe pas une rubrique chanceux dans le Guinness Book. « Voici vos 25 000 $, dit-il en me tendant le fruit juteux de ma veine insolente. « Vous êtes exceptionnel, Joe. J'aimerais vous proposer encore un petit boulot. » Là, j'avoue que je cale. Inutile d'espérer un troisième clin d'œil de la fortune. Non, la loi des séries a ses limites et je ne veux pas en faire les frais. 70 000 $ et basta. Ah, désolé, monsieur Grossi, mais vous oubliez que je suis en vacances. J'ai besoin d'un peu de repos. 30 000 $ avant, 30 000 $ après. Là, j'avoue que je vacille. Je balance quelques minutes et je capitule. Ah oui, il faudrait être complètement idiot pour laisser passer une affaire pareille. Bon, d'accord, mais parce que c'est vous, hein, que je dis en souriant. Il me rend mon sourire et me donne le topo. Ça va vous amuser, Joe. Ça va follement vous amuser. Il s'agit des frères Cellino. Mais, fais-je, me rappelant qu'il s'agit des parrains qui en veulent à mon sosie. Ne vous inquiétez pas, Joe. Michael Rulio a préparé le terrain. C'est d'ailleurs lui qui vous accueillera ce soir à l'aéroport LaGuardia de New York et qui vous paiera votre avance. Avant que je puisse répondre quoi que ce soit, il actionne son parlophone. « Maritza, faites venir Aldo et Enzo. Aldo et Enzo vont vous conduire à votre meublé pour que vous preniez vos bagages. Ensuite, ils vous déposeront à l'aéroport. Voici votre billet, Joe, dit-il, alors que deux types, au moins une demi-fois plus costauds que moi, entrent dans le bureau. Je suis piégé. Sans compter ces fichus 30 000 $ qui me passent sous le nez. Effectivement, la loi des séries a ses limites, et, mon Dieu, quelle limite. J'ai bien espéré une seconde semer mes gardes-chiourmes à l'aéroport, mais ils ne me lâchent pas d'une semelle avant que je ne monte dans l'avion. « Vous voulez pas boire un dernier verre dans l'avion ?» leur dis-je excédé, tandis que les duettistes partent d'un rire de concasseur. C'est un vol sans escale. Pendant la première partie du trajet, je suis dans un état de panique totale. Le cousin Michael Rulio s'apercevra à la première seconde que je ne suis pas Joe Polito. Et il paraît que, quand elle se sent ridicule, la mafia peut se montrer très, très désagréable. Puis, comme l'avion amorce sa descente, je prends conscience que c'est Joe Polito que le cousin s'attend à voir débarquer, pas moi. Et même s'il aperçoit un type ressemblant vaguement à son vieux copain dans la foule des passagers, il n'y a pas de chance qu'il fasse le rapprochement. Si je poursuis mon chemin d'un air dégagé, il en conclura que Polito a raté son vol. Un point, c'est tout. C'est la ligne de conduite que je suis à l'atterrissage. Du coin de l'œil, il me semble apercevoir un trio patibulaire observer la foule des arrivants. Mais moi, imperturbable, je passe. Je prends un taxi et je descends dans un petit hôtel en évitant soigneusement de regarder, cette fois, les infos de 20 h. Je râle néanmoins pour mes 30 000 $. Mais, comme on dit, la santé n'a pas de prix, n'est-ce pas? D'autant que ce que j'ai en poche n'est pas négligeable. À ce stade, il me semble très sage de rentrer au pays et de me faire oublier. Mettant mes 45 000 $ en acompte, je fais un emprunt et monte une affaire de location de matériel agricole. Bientôt, l'argent commence à rentrer et mon épisode de tueur de la côte ouest passe au rang des bons souvenirs.
Est-ce le fait de ma nouvelle respectabilité? Mais Sandra et Sam m'invitent à leur mariage. Alors que je félicite chaleureusement les époux au vin d'honneur, quelqu'un me serre le bras. Je me retourne et tombe nez à nez avec Gerald Grossi. Mais est-ce que ce ne serait pas ce cher Joe? Dit-il chaleureusement. Mais qu'est-ce que vous faites au mariage de mon petit cousin Sam? Mon sang se glace dans mes veines et je murmure d'une voix qui semble sortir de mes chaussettes. J'espère que ça n'est pas une raison professionnelle, Joe, dit-il plus sérieusement. Dis-je au bord du malaise. Il m'attire à l'écart du buffet et me dit à voix basse. Alors, vous travaillez gratuitement, mon garçon? Hein? À moins que vous n'ayez peur des représailles, hein? Hein? En tout cas, chapeau, Joe. La police a repêché les corps des frères Cellino dans l'East River il y a 2 mois environ. Mais pourquoi ne vous êtes-vous pas fait payer, hein? Tout travail mérite salaire, mon garçon. C'était Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, Qu'est-ce qu'elle a ma gueule de Richard Deming. Cet été, découvrez chez votre libraire l'aventure, l'amour, le suspense dans les derniers best-sellers du livre de poche, en participant jusqu'au 10 septembre au Grand Prix des lecteurs du livre de poche avec le concours de Lire et l'Express. Vous pouvez gagner une Mini Cooper et des centaines d'autres prix. Les best-sellers de l'été sont dans le livre de poche. Versez lentement Heineken. Ces houblons finement sélectionnés lui donnent sa légère amertume.